Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Ouais, je sais ce que tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette grosse voix? Bonne nouvelle, ça y est, je suis un adulte, j'ai mué. Bon, plus sérieusement, tu sais ce que c'est, hein. T'as un peu la voix prise, t'es un peu malade, bah ça passera. C'est ma femme qui va être déçue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, donc aujourd'hui, lecture manga, 5 titres différents, mais avant de te faire le sommaire, je te rappelle, petite parenthèse, que je serai présent à Japan Expo Sud. Je serai là-bas pour 5 scènes différentes où je ferai plein de choses diverses et variées, comme par exemple un hommage à Bushi Terazawa, le papa de Cobra. Ce sera le dimanche, je te l'annonce. Je ferai des trucs tous les jours, hein. Il y aura aussi comme à la maison, donc mes interviews sur scène en direct, que je vais filmer, que je te mettrai ensuite sur YouTube, donc avec des créateurs de contenu qui seront présents à Japan Sud. Il y aura aussi une autre interview, et le premier jour, le vendredi, je ferai une scène avec un autre copain, youtubeur manga, mais tout ça, je t'en reparle dans 2 semaines. Bon, aujourd'hui, de quoi qu'est-ce donc on va parler? Petit sommaire, on va commencer par Land. Nous allons partir dans une sorte de Japon médiéval, dans une petite communauté très isolée, avec des rites assez étranges et particuliers. Nous allons ensuite à... Si tu connais les quartiers de l'apothicaire, tu aimeras le palais des assassins. On se retrouve dans une Chine un peu ancienne, vraisemblablement, à suivre une jeune fille qui est une jeune servante et qui veut se faire des amis. Nous partirons ensuite sous l'océan avec le tome 2 et 3 fini d'Abyss Azur, la revisite du mythe de la petite sirène. Nous partirons ensuite, hop, je prends le bouquin, ici, avec My Dear Detective dans les années 20 au Japon, où nous allons suivre une femme détective, et c'est pas facile d'être une femme à cette époque-là, et nous finirons avec un genre de titre qu'on n'a normalement jamais vu sur la chaîne, c'est un Yuri, donc nous allons suivre dans The Moon on a Rainy Night, wow. Désolé, mais entre la voix et l'accent, t'as rien dû comprendre, mais on va suivre une histoire assez intéressante, d'amour vraisemblablement, avec 2 jeunes filles dont une est sourde. Ça parlera de handicap. Tout ça est bien plus en commun. Non, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, juste après le générique. Et on va commencer avec le manga Land. Et d'ailleurs, j'ai reçu le kit presse de Mangetsu, du manga, je vais te dire ce qu'il contient. Tu vas me dire, mais pourquoi me dire, Ed, et pourquoi pas me montrer? Je te ferai quelques photos, mais en vérité, quand il est arrivé, et que j'ai annoncé à madame ce qu'il y avait dedans, ah, je me suis fait braquer, hein. J'ai eu l'impression qu'on était en Colombie et c'était sur moi. Un porte-encens, de l'encens, comme de par hasard, apparemment, elle a toujours rêvé d'en avoir. Elle en a déjà. Je me suis fait braquer. C'est simple, tous les soirs je rentrais, il y avait un encens en moins dans la boîte. Bon, heureusement, il n'y avait pas que ça dedans. Il y avait également, je te montre ça, une jolie illustration, hop, bouge pas, hop, que tu peux trouver ici. Et évidemment, un joli dossier presse. Je fais attention à ce que je peux te montrer ou pas te montrer. Voilà, dossier presse ici qui est fermé. Et voilà ce que ça donne quand c'est ouvert. À l'intérieur, plusieurs informations sur le manga, un peu sur l'auteur, et je ne te montre pas l'arrière parce que malheureusement, tu comprends, il y a les contacts presse. Je ne peux pas le partager. Donc, j'ai oublié aussi un truc, il y a un petit stylo, un petit crayon, pardon, dans lequel en haut, tu as un petit crayon de papier dans lequel tu as des graines, quand tu as fini, tu peux le planter. Qui c'est qui s'est fait braquer? Voilà, donc merci Mangetsu d'envoyer un kit presse pour Madame Ed. Voilà, vous l'avez envoyé pour elle, hein, littéralement. Bon, parlons peu, parlons bien. Parlons maintenant de Land. Une série qui est terminée en 11 tomes. Parlons un petit peu de l'extérieur avant de parler de l'intérieur. Couverture, comme tu peux le voir ici, et le dos qui est là, avec une fresque qui ont été faits exclusivement pour la France. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes couvertures au Japon. Je te montre par exemple couverture japonaise, couverture française, tu vois, pas les mêmes. Ça continue, et un dos exclusif également, donc une fresque, ça c'est top. Maintenant, parlons de l'intérieur. Le poids des traditions.
On va tout de suite y être confronté dans ce manga. On va se poser des questions, et on aura peu de réponses. En tout cas, elles seront disséminées au fur et à mesure, je suppose, des tomes. Et les questions, il n'y a pas que toi qui vas t'en poser, mais également l'héroïne, Anne. D'ailleurs, dès le début du manga, on va voir qu'Anne n'est pas venue seule au monde. Elles étaient deux. Sauf que, tradition oblige, tu comprends, prophétie, tout ça, ça serait bien de sacrifier un des deux enfants au dieu. Oui, sacrifier. Anne est donc maintenant fille unique. On va la voir grandir, et elle va se poser beaucoup de questions, comme je te le disais. Elle va découvrir le monde. Alors quand je te dis le monde, c'est tout simplement cette grande vallée. Elle va se poser des questions. Il y a beaucoup de choses qu'elle trouve anormales, ou étranges en tout cas, plutôt qu'anormales. Comme par exemple, le fait qu'à 50 ans, on doit mourir. À 50 ans, on est vieux, et on va mourir. C'est comme ça. Mais c'est bizarre, où est-ce qu'on va? Comment on y va? Apparemment, une sorte d'oiseau vient nous chercher et amène notre âme dans l'au-delà. L'au-delà, c'est derrière les montagnes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les montagnes? Elle va trouver quelque chose qui apparemment vient d'au-delà. Et ça lui fait se poser beaucoup de questions. Une petite fille intelligente, dans un monde où les questions, on n'en pose pas. Une petite fille à l'esprit ouvert, dans un monde fermé. Le dessin est agréable, et je trouve, moi en tout cas, m'a bien mis dans cette ambiance. La mangaka gère très bien. En ce qui concerne les autres personnages, il y en a de nombreux, et ils sont tous intéressants. Que ce soit le père, que l'on voit au début, qui doit aller sacrifier une de ses filles, qui va faire un acte d'ailleurs assez marquant à ce moment-là. On va voir qu'il y a aussi un petit peu de fantastique. Et à la fin de ce tome, qui est quand même mastoc, hein, on commencera, j'allais dire, à avoir des révélations, mais en fait non. On voit des choses qui répondent à certaines de nos interrogations, mais qui en créent d'autres. C'est rondement bien mené. J'ai passé un très bon moment de lecture, et je vais évidemment demander la suite à Mangetsu, parce que c'était une réception en service presse, mais en vrai, je le continuerai, même si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je suis prêt à l'acheter. Land, très bonne lecture, surprenante. Tu es dans un univers que tu ne maîtrises pas, donc tu le découvres en même temps que l'héroïne, et c'est très sympa. Et on va parler d'Abyss Azur, tome 2 et tome 3. Une revisite du mythe de la petite sirène. Alors attention, je te montre les effets de fable d'abord. Tu vois. Donc attention, si tu t'attends à la petite sirène de Disney en manga, c'est pas du tout ça. Hein. On revisite l'histoire, on revisite le mythe des sirènes. Nous allons avoir 3 protagonistes principaux. Jo, qui est ici, notre sirène principale, notre héroïne, avec sa meilleure amie ici, et sa meilleure amie est tombée amoureuse d'un humain. Aïe aïe aïe, on ne doit pas parler aux humains, on ne doit pas se révéler, on ne doit pas les fréquenter. Évidemment, ça va mal se passer, son ami va se faire démasquer, arrêter, et Jo va essayer de la sauver, de l'aider, de retrouver l'humain, et de se faire aider de cet humain pour libérer son ami. En vérité, là-dessous, on aura bien plus de choses. On aura un complot, on aura des sirènes qui sont capables, hommes ou femmes, hein, qui sont capables d'aller sur Terre pour faire des choses. On voit qu'il y a pas mal de... il y a une vraie histoire derrière, avec comment est-ce qu'on fait les pilules qui permettent de se changer, il y a un comment est-ce que je pourrais dire, il y a un peu de politique, il y a un peu de combat, c'est léger, mais ça reste honnêtement un manga très agréable, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre l'histoire de Jo, voir si ou non elle va y arriver, voir si ou non l'amour va triompher. Alors encore une fois, c'est pas dit de manière cucu, hein, mais c'est plutôt même très très bien fait. Abyss Azur, une très bonne revisite, pour moi, du mythe de la sirène, et donc de l'histoire de la petite sirène. Encore une fois, hein, des méchants bien ficelés, non. Et surtout, tu sens l'ambiance sous-marine, et ça c'est agréable. Avec une mention spéciale pour quand Jo a des jambes pour la première fois, très bien dessiné, très sympathique. Genre de petite découverte agréable. On continue avec la lecture du tome 1 et du tome 2 de La Lune sous une nuit pluvieuse. Tu fais la même chose en anglais. Alors,
Tu vois, mon excitation à te parler de ces bouquins. Je t'explique. Au départ, quand j'ai un petit peu regardé ce qui allait sortir, ou ce qui est sorti, parce que c'est sorti récemment, fin d'année, je crois, ou peut-être début d'année, j'ai vu que c'était une histoire, donc c'était un Yuri, donc une histoire d'amour entre filles. Je me suis dit, ah, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses. Mais, j'ai eu le pitch. Et dans le pitch, en fait, donc comme tu peux le voir, hein, il y a deux jeunes filles, il y a celle-ci, la première, là, qui en fait arrive dans une nouvelle école, et elle est sourde. Et la deuxième, ben, elle va être un petit peu intriguée par ça, elle va essayer de l'aider, elle va essayer de s'y intéresser, et petit à petit, très doucement, tout doucement, des sentiments vont naître. Donc celle qui est entendante, elles vont devenir copines, et je te spoil, à la fin du tome 2, elle va se dire, mais en fait, le seul mot que j'arrive à mettre sur ces sentiments-là, c'est peut-être de l'amour. Le pitch pourrait te faire penser à un manga que j'ai déjà lu, qui s'appelle, et dont je t'ai déjà parlé dans un lecture et préjugés, Idamari ga Kikoeru. Un manga où on a un petit peu le même pattern, c'est-à-dire, dans une école, sauf que là c'est deux jeunes hommes, le premier est sourd, l'autre ne l'est pas, et ça va être une histoire d'amour. Très honnêtement, déjà j'ai préféré les dessins de celui-là. De base. Les dessins m'ont vraiment emballé, je les ai trouvés très agréables, ça passe bien. Alors, c'est pas évidemment de l'école des sorciers, hein, je suis pas en train de te dire que c'est les meilleurs dessins du monde, mais c'est ce que j'attends d'un manga bien dessiné. On a une vraie immersion, pour moi en tout cas, dans le quotidien d'une jeune fille sourde appareillée. C'est très bien fait, c'est un sujet qui me touche. Moi, j'entends pas très bien, mais je connais des gens autour de moi qui sont appareillés, qui n'entendent pas bien du tout. Et je trouve que c'était vraiment très bien fait. Et en ce qui concerne tout ce qui est school life, bah j'ai bien aimé. En ce qui concerne tout ce qui est en dehors de l'école, c'est bien fait. Et en ce qui concerne l'histoire d'amour, bah très honnêtement, à part la fin de ce tome 2, où il y a vraiment... on va dire, voilà, où elle se dit, mais en fait, j'ai l'impression que si je dois nommer ça, bah, c'est de l'amour. À part ça, ça va plutôt, ça prend le temps. C'est plutôt calme, et c'est très, j'ai envie de te dire, chaste. Tu vois, c'est pas une histoire d'amour entre filles, écrit par un gars, pour des gars. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai bien aimé ma lecture. J'avais envie de lire un peu, j'allais presque dire un roman à l'eau de rose, mais c'est même pas aussi cliché, en vérité. Bah, une bonne lecture. Voilà, en ce moment, je suis plutôt ouvert à ce genre de lecture de romance. Bah là, c'était sympa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai bien aimé. Je continuerai ma lecture avec très très grand plaisir. Donc je suis curieux de savoir si... Alors, et même, je me permets, parce que j'allais conclure, mais je me dis que c'était peut-être pas assez dit, tu vois. On va même à parler de... Est-ce que être accompagné une jeune fille sourde au quotidien, est-ce que c'est pas une manière de se valoriser? Est-ce que c'est pas, au final, tirer un petit peu la couverture vers soi? Enfin, non, tu vois, et apparemment, elle a déjà vécu ça. Ça va un petit peu loin. Je te rappelle qu'il y a l'excellent Silent Voice sur le sujet que j'ai beaucoup aimé, et c'est parce que j'ai adoré Silent Voice que j'ai voulu découvrir The Moon on a Rainy Night. Ben, un bon manga. Tout simplement. On continue avec My Dear Detective. Alors, l'époque m'intéresse, et c'est pour ça que je l'ai demandé. L'époque, c'est 1920. Je crois que là-dedans, c'est 1927. Parfois, on peut se sentir un petit peu loin de cette époque, mais en vérité, il y a déjà pas mal de films qui y font référence. Et pour moi, ça m'intéresse d'autant plus, parce que je fais du jeu de rôle, qu'il y a un jeu de rôle qui s'appelle Cthulhu, dans lequel on peut jouer dans les années 1920. Donc, avoir des œuvres, films, séries, romans, mangas, qui se passent à cette époque-là, me permet de mieux m'y projeter. Donc, dans My Dear Detective, nous sommes en 1927, au Japon. Dans un quartier où se côtoient, j'allais dire, un petit peu ce côté européen, modernité, et ce côté un petit peu tradition, Japon. Le Japon, entre tradition et diversité, et modernité et tradition. Bon, t'as compris, je divague, c'est la fièvre, ne t'inquiète pas. Tout ça pour dire que, dans My Dear Detective, nous allons suivre notre héroïne qui, tout simplement, travaille dans une agence de détective, et qui est même le meilleur détective. On va avoir un découpage de l'histoire que j'ai déjà vu récemment. J'ai déjà vu dans Ron Kamonohashi. C'est-à-dire qu'on va commencer par
un chapitre, une enquête, puis une autre enquête, puis après une enquête qui va prendre un petit peu plus. Ça là-dedans, pour moi, je n'ai pas été... alors, ça dépend, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Ou tu peux dire, j'ai pas été surpris, ou au contraire, je suis rassuré car c'est quelque chose que je connais, un pattern que je connais. Ça, c'est à toi de voir. Ce qui va être très très bien, encore une fois on parle de pattern, c'est le sidekick. Donc le protagoniste, enfin l'autre personne qui vient avec le héros. Comme, je sais pas moi, Sherlock Holmes et Holmes, tu vois. Voilà. Et Dr. Watson, pardon. Dr. Watson, n'oublie pas, fièvre. Et il est bien amené, il est rigolo celui-là. Et celui-là, il marche bien. Un beau jeune homme, je précise, hein, un peu plus jeune que notre protagoniste, qui est quelqu'un de très bonne famille, mais qui est un peu foufou, qui aime bien faire des petits métiers, c'est presque un acteur. Voilà, ça en est rigolo. Ils vont faire équipe tous les deux. On va avoir surtout la première enquête, qui est quand même, je trouve, très actuelle, avec un thème qui est très actuel. Je ne vais pas te dire lequel, mais un thème très 2024, en tout cas. Puis ensuite, on va avoir d'autres enquêtes. Je vais te faire le même reproche qu'à tous les mangas, en tout cas ceux que j'ai lus, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de manga, d'enquête, c'est-à-dire que parfois je suis un peu déçu que ça ne dure pas un chapitre de plus, que on ne puisse pas un peu développer l'histoire. Moi j'aime bien quand ça se développe. Quoi qu'il en soit, une bonne lecture, un bon moment, des dessins, bah écoute, comme tu as pu le voir, dans une bonne moyenne, un peu d'action, un peu d'enquête, un peu d'humour, quelque chose qui marche toujours très très bien. My Dear Detective. Alors celui-là, j'ai un peu rigolé. Je me suis demandé comment te le présenter. Est-ce que je vais te faire l'affront de dire les carnets de l'apothicaire? Bon, en vrai, tu vas comprendre le rapport. Donc c'est le palais des assassins. Tu imagines l'époque de l'empereur de Chine, un grand palais, une jeune fille qui y rentre dans le quartier des concubines, des femmes. Là, c'est des servantes. Tu vois que, un panier de crabes, des conspirations, mais c'est pas les carnets de l'apothicaire, c'est le palais des assassins. Ce qui va changer dans celui-là, clairement, c'est notre protagoniste principal. Et là, c'est Karine. Alors, Karine, son objectif, hop, je te montre un petit peu sa bouille, c'est se faire des amis. Tu vas dire, c'est un peu bateau quand même. Sauf qu'en fait, Karine, son père, c'est un haut fonctionnaire, spécialisé dans la torture, tu vois, qui a les dents longues, et qui est très connu. Donc quand elle annonce son nom, tout le monde a peur, littéralement, a peur qu'elle soit là pour les tuer, pour, entre guillemets, on va dire, donner des noms et dire « Ah, faut arrêtez là, arrêtez là ». Donc tout le monde a littéralement super peur. Donc les gens l'évitent, clairement. Donc elle veut s'éloigner de son père, et c'est pour ça qu'elle s'est dit, bah, je vais tenter d'entrer au palais, mais par mes propres moyens, en étant apprentie servante. Et c'est ce qui va être le cas dans ce tome 1. Sauf que, ben, son père lui a appris plein de choses, elle a des capacités, tu vois, et pas des capacités de broderie. Enfin, si, de broderie, oui, mais aussi de comment je plante une aiguille dans la gorge pour qu'il meure, tu vois. Donc, ben, Karine, elle va se mettre à protéger dans l'ombre un petit peu d'autres personnes importantes dans le palais. Et franchement, tu vois que c'est un nid de vipère, hein. On commence à intégrer plusieurs personnages importants, on commence à intégrer aussi toute une strate qu'elle va vraisemblablement devoir monter pour monter les échelons. On incorpore plusieurs jeunes filles de son rang avec qui petit à petit elle va commencer à nouer des liens. L'histoire d'une jeune fille qui est une bonne assassine, mais qui veut se faire des amis, qui n'est pas très douée socialement. J'ai passé un bon moment de lecture aussi. En vérité, voilà, et je t'ai même montré la bande-annonce, normalement, donc tu as pu te faire une idée des dessins. Je vais finir parce que j'ai trouvé que ce qu'a fait... un viewer, dans sa dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, ou son avant-dernière vidéo, où il classe les mangas, très bonne. Alors, je vais pas me permettre de lui piquer le concept, parce que c'est son concept, et c'est très bien.
mais je vais te donner 2 mentions spéciales à tout ce que j'ai lu. La première mention spéciale, c'est ma lecture préférée. Alors, ma lecture préférée dans tout ça, eh bien, ça a été Land. Voilà, avec son tome 1, je te le reprends. Land avec son tome 1 a été le tome que j'ai préféré lire. Et j'aimerais mettre une mention spéciale à ce manga-là, qui est The Moon on a Rainy Night, parce que, pour moi, j'étais pas le public du tout. Et je pensais pas que ça me plairait bien. Donc, bravo. C'est un manga qui a déjà été primé aussi plusieurs fois. Donc bravo, parce que je pensais pas que j'aimerais. J'étais curieux de la découverte. Voilà. Mais j'ai aimé toutes mes lectures. Et voilà, c'était Ed, c'était un plaisir. Comme tu as pu le voir, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Peut-être parce que je tousse comme un tuberculeux entre toutes les prises. Peut-être. Est-ce qu'il faut que je sois malade pour faire une vidéo courte? Peut-être. N'hésite pas. Le pouce, le commentaire, ça fait plaisir. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as aussi le code Rakuten qui me permettra d'acheter plein de bouquins. Et d'ailleurs, j'ai des choses que je vise en ce moment. Je voudrais remplacer une série que j'ai déjà en 10 tomes par une grande version en 5 tomes. Je te laisse méditer là-dessus. Si tu trouves, n'hésite pas à dire en commentaire. Allez, je t'aide. Pika graphique. C'était Ed. On se retrouve dans 2 semaines et surtout bientôt, j'espère, dans 20 jours à Japan Expo. Ciao, ciao.